Bonjour et bienvenue sur le podcast de notre site internet French Discoveries. Et comme tous les dimanches, nous allons vous lire une histoire. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous lire un chapitre de mon roman. J'ai lancé sur mes réseaux sociaux un petit sondage pour savoir ce qui vous ferait plaisir. Et il ressort qu'une lecture audio vous intéresse, mais également une lecture d'un grand classique français. Et parmi tous les auteurs que nous avons sélectionnés, vous avez choisi Guy de Maupassant. Alors, je suis ravie parce que j'adore Guy de Maupassant et que ses nouvelles sont très intéressantes effectivement pour les personnes qui apprennent le français car c'est écrit dans un style impeccable. J'ai choisi une nouvelle très connue qui est étudiée également au collège et au lycée en France et qui s'appelle La Parure. J'ai choisi cette nouvelle pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle est facile à comprendre pour les personnes à partir du niveau B1 et aussi parce qu'elle parle de quelque chose qui est souvent reproché sur les réseaux sociaux, à savoir la vanité et la jalousie. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux, il y a les regardants et les regardés. Eh bien, les regardés ont tendance peut-être parfois à sombrer dans la vanité à force de montrer leur mode de vie exceptionnel. Et les regardants ont parfois tendance à sombrer dans la jalousie. Mais en commun, ces regardants et ces regardés ont tout simplement de subir une illusion et de parfois ne pas saisir l'ensemble des informations. C'est exactement ce qui va se passer entre les deux personnages, les deux amis de cette nouvelle de Guy de Maupassant. C'est parti pour la lecture de La Parure de Guy de Maupassant. Je rappelle que La Parure est donc une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1884 et qui est désormais dans le domaine public. Allons-y. C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée. Car les femmes n'ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font les filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elles souffraient sans cesse, se sentant nées pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assouplis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait pour dîner devant la table couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté « Ah, le bon pot-au-feu! Je ne sais rien de meilleur que cela !» Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une forêt de féerie. Elle songeait aux plats esquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gelinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or un soir,
Son mari rentra, l'air glorieux et tenant la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voilà quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. « Le ministère de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prie Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. » Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de ça ?»« Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, une belle. J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Hein. Tout le monde en veut et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regarda d'un œil irrité et elle déclara avec impatience. « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Ah, il n'y avait pas songé. Il balbutia. « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. « Mais qu'as-tu ? Mais par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en s'essuyant ses joues humides. « Rien, seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent je ne veux pas aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé, il reprit. « Voyons Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions, quelque chose de très simple ?» Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pourrait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du mari économe. Enfin, elle répondit en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli car il réservait justement cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse l'été suivant dans la plaine de Nanterre avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes par là le dimanche. Il dit cependant « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir « Mais qu'as-tu, voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit « Oh, cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit « Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Elle n'était point convaincue. Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Mais son mari s'écria « Que tu es bête, va trouver ton amie, Madame Forestier, et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es assez bien lié avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de « Ah, mais oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé !» Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel « Choisis, ma chère !» Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvant se décider à les quitter et à les rendre. Elle demandait toujours « Tu n'as plus rien d'autre ?»« Mais si, cherche. Je ne sais pas, moi, ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants. Et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré, ses mains tremblaient en la prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge sur sa robe montante et demeura en extase devant elle-même. Puis elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela? Rien que cela ?»« Mais oui, certainement. » Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua.
Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés. Une victoire si douce, si complète, au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert, avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'ils avaient apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir, pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottant. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Ah ! Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, déjà demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers le follet. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier ?» Il se dressa éperdu. « Mais comment ? Ce n'est pas possible. » Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Mais oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. »« Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber, elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?»« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ?»« Non. » Il se contemplait, atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement, devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir avec la figure creusée et pâlie. Il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à rembourser ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait refermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Et il emprunta, demandant 1000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, il a pris des engagements ruineux. Il eut affaire aux usuriers et à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur. Et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand madame Loisel rapporta la parure à madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé
Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Et si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé, qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut ensuite la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs tout d'un coup héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin les ordures. Elle monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout remboursé. Ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau sur les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait, comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou pour vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout d'un coup une femme qui promenait un enfant. Mais c'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes, et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, s'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. Elle balbutia. Mais, madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son amie poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde! Mais comme tu es changée? Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères, et cela à cause de toi. De moi? Mais comment ça? Tu te rappelles cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Oui, eh bien, je l'ai perdue. Mais comment, puisque tu me l'as rapportée? Oh, je t'en ai rapporté une toute autre pareille, et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'a pas été aisé pour nous qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée. Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne? Oui, tu ne t'en es pas aperçue, hein? Elles étaient pareilles. Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve. Alors, Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. Ma pauvre Mathilde! Ma pauvre Mathilde! Oh, mais la mienne était fausse. Elle valait tout au plus 5 francs. Vous venez d'entendre la parure, donc si vous avez entendu l'histoire jusqu'au bout, donc vous avez compris que Madame Loisel a remboursé et a offert à son amie une véritable parure de diamant, alors que c'était à l'origine une parure fausse, qui était donc une parure comme de costume, donc qui ne valait rien du tout. Elle a donc gâché sa vie parce qu'elle n'a pas d'une part eu l'honnêteté d'expliquer les choses avec son ami. Donc c'est un drame de la communication. Si elle avait dit à son ami « j'ai perdu ta parure », son ami lui aurait dit que c'était une fausse.
Également, du point de vue de l'amie, on peut considérer que c'est pas totalement une vraie amie parce qu'elle dit qu'elle est riche et elle accepte de lui prêter des bijoux, mais uniquement des faux bijoux. Elle lui a pas prêté des vrais bijoux. Donc on peut dire aussi à la décharge de Madame Loisel qu'elle pensait que Madame Forestier la considérait comme une vraie amie et lui avait prêté un vrai bijou, alors que Madame Forestier, consciente de leurs différences sociales, lui avait prêté un faux bijou. Ensuite, on voit toute l'absurdité en fait d'avoir gâché sa vie et son bonheur d'avoir perdu plus que ce qu'on avait déjà. On n'avait déjà pas grand-chose, mais d'avoir perdu plus pour justement un succès temporaire, un succès qui était vaniteux. Et également d'un point de vue littéraire, pour parler d'autre chose que de morale, moi cette scène m'a fait penser à la scène de Madame Bovary, où Madame Bovary vit un rêve éveillé lors d'un bal où elle est invitée par un notable normand, et ensuite elle retrouve sa vie médiocre et plus déprimée qu'avant. Et on sait que Guy de Maupassant était très proche de Gustave Flaubert, qui était son parrain d'écriture. Et donc ici, il y a des similitudes entre cette scène de Madame Bovary et cette nouvelle La Parure, sachant que Guy de Maupassant est beaucoup plus cruel puisqu'il va aller sur un déclassement social et économique, tandis que Flaubert était parti bien évidemment aussi sur un déclassement économique avec les billets et les dettes d'Emma, mais avant ça il avait fait, c'était un roman donc c'était plus long, et il y avait surtout une déchéance psychologique. Ici, l'espoir de Madame Loisel qui se dit j'ai pas fait ça pour rien en fait est anéanti en quelques mots, et son ami est effectivement choqué, et surtout on ne sait absolument pas ce qui va se passer après. Vous voyez, Maupassant s'arrête au bon moment. Je vais faire comme lui, je vais vous laisser méditer sur cette très belle histoire, La Parure. De toute façon, toutes les nouvelles de Guy de Maupassant sont des bijoux. J'espère que vous aurez envie de les lire. Elles sont dans le domaine public, donc il est très facile d'y avoir accès. Et je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et n'hésitez pas également à liker cette vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quel moment vous écoutez ce fichier. À bientôt, au revoir.